La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Lentement, les luttes Evala en pays Kabylie tendent vers la fin. L'heure était à la finale à Bou et aux demi-finales à Pia ce mercredi. Le compte rendu à suivre dans ce journal. Il est formellement interdit d'exporter des denrées alimentaires d'une certaine quantité hors du Togo. Mais certains commerçants enfreignent toujours la loi. La cargaison de certains d'entre eux est tombée dans les mailles des services des douanes togolaises. Et puis on apprend ce mercredi le décès du professeur Charles Kondi Agba, ancien ministre, homme politique et homme de lettres. Il a tiré sa révérence à 74 ans. Vous suivrez dans ce journal l'homme et son parcours. Voilà donc pour les titres. L'heure de la finale a sonné pour les Evala dans certains cantons. Dernières empoignades ce mercredi à Bou. La coalition Tuyu Kolide Piade Walde a affronté celle de Bou Jamde et Bou Ho. Le chef de l'État Forest Zimnania Zingbe y était, une motivation supplémentaire pour les lutteurs. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. La finale des luttes Evala dans le canton de Bou, l'une des plus attendues. Sur le terrain cantonal, deux coalitions se font face. Tchouyou, Kolide, Piade Walde en rouge et celle composée de Bou Chamde et Bou Ho en blanc. Honorer sa famille en participant à ce rite et se tailler une place dans la sphère communautaire, c'est tout l'enjeu des Evala. Les rites Evala confèrent à l'initié des droits et devoirs. Il a droit de fonder un foyer et comme devoir, il devient un bouclier pour sa communauté.
La finale de Boou a été remportée par la coalition Chouyou, Kolide, Piade et Walde, 19 contre 13. Cinquième jour donc ce mercredi pour les luttes et voilà. Et du côté du canton de Pia, l'ambiance était aux demi-finales. Le chef de l'État y a été représenté par le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Les jeunes Kabyais face à l'épreuve des Evala. Dans le canton de Pia, les luttes tirent à leur fin. Sur ce terrain de l'école primaire publique centrale de Tchamdé se dispute la première demi-finale. À cette confrontation, le chef de l'État est représenté par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. La veille, après s'être mesurés, Akei Lao et Kyudai Nyama ont formé une coalition. C'est cette coalition en blanc qui rencontre les Evala de Tchamdé en bleu. Pour que le jeune Kabyais soit considéré dans sa société, le rituel des Evala est un passage obligé. Cette cérémonie lui permet de passer de la classe des adolescents à celle des adultes. Elle lui donne en même temps l'occasion de connaître ses promotionnaires. Pour cette première demi-finale, la confrontation s'est achevée sur une large victoire de Akei Lao Kyudai Nyama. Score 35 pour les Blancs et 17 pour Tchamdé. Pour les Ahosa ou les non-initiés, victoire également des Blancs, 32 contre 13. L'autre rendez-vous du jour à Pia, c'est sur le terrain du CG Kanyalada. Koda, Awidina et Kadika en rouge ont formé une coalition. Les lutteurs de ces trois villages ont en face ceux du village de Tita en blanc. Dans les arènes, chaque compétiteur affronte son adversaire avec à l'esprit de gagner pour faire honneur à son camp. À cette deuxième demi-finale de Pia, les Evala de Awidina, Koda et Kadika se sont montrés les plus forts. Ils se sont imposés par le score de 14 contre 7 au blanc de Pita. Les Ahosa de Awidina, Koda et Kadika ont eux aussi gagné leurs adversaires. Ils ont enregistré 18 points contre 12 pour Pita. Et nous reviendrons sur une autre facette des rites Evala en pays Kabyais dans le courant de cette édition. Le mercredi de l'entrepreneur de ce mois de juillet s'est déroulé en webinaire autour du thème « Quel emballage pour une représentation attrayante de son produit ?» Occasion pour l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI de former les entrepreneurs et opérateurs économiques sur les bonnes pratiques dans le choix et l'amélioration de l'emballage de leurs produits. Nous voyons cela dans ce reportage de Clarisse Aticlay.
Nakanya Singbe et son équipe. Ils ont entretenu les opérateurs économiques et les entrepreneurs sur l'importance d'un emballage attractif pour leurs produits. Pour Thomas Akato, l'animateur de la séance, le succès d'un produit dépend en partie de son emballage. Généralement, la présentation aussi a une fonction attrayante et peut attirer le consommateur vers le choix du produit. Et c'est justement pourquoi nous voulons leur donner cette formation pour qu'à part le produit qui a des promesses à donner au client, qu'ils puissent le présenter très bien afin que le client puisse aller vers ce produit et non vers un autre produit. Véritable support de communication visuelle, l'emballage est un élément clé de la stratégie marketing d'un produit. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI reste engagée aux côtés des promoteurs pour un bon packaging de leurs produits. Bien plus qu'une enveloppe extérieure de produits, l'emballage reflète l'identité même du produit. L'emballage met en exergue les atouts de l'offre et les avantages du produit de façon à déclencher l'achat chez la clientèle. Nous avons constaté qu'il y a des entités, malgré même l'importance de leurs produits, négligent le packaging, ce qui fait qu'ils vont toujours vers des présentations, des emballages ordinaires ou peu attrayants. Ce comportement affecte, compromet les prévisions commerciales. Face à ce constat, l'ANPGF, qui est à la fois une structure d'appui financier et technique, a décidé d'organiser le mercredi de l'entrepreneur de ce jour sur ce thème pour, d'une part, permettre aux opérateurs économiques de notre pays de toucher du doigt pour leur montrer l'importance que représente l'emballage dans le succès commercial et leur donner les éléments dont ils auront besoin pour réussir leur packaging. Au-delà de faire acquérir aux entrepreneurs les bonnes pratiques pour réussir la conception d'un emballage approprié, la NPGF veut susciter par la même occasion la création d'entreprises togolaises spécialisées en packaging des produits. Et certains opérateurs économiques véreux ont également voulu faire du profit, mais illégalement. Ils ont chargé des camions de gari et de tapioca en direction du Niger. La cargaison a été saisie par la division des opérations douanières de la région centrale. Le compte rendu avec Désiré Hanoï. Une cargaison de gari et de tapioca saisie à Tchalo, à la sortie sud de la ville de Sokodé, par la division des opérations douanières de la région centrale. Un chargement illégal selon la douane. Au total, 251 sacs de 100 kg de la denrée sont dans la maille. Dans la nuit du 7 juillet 2022, au cours d'un contrôle de routine, les agents de la région centrale ont mis la main sur 2 cargaisons. Tout a commencé par une étude documentaire et ça a débouché sur un contrôle physique des marchandises chargées sur 2 camions. Et nous avons constaté que les 2 camions chargeaient des produits vivriers qui sont à destination d'un pays tiers. Et on a pu constater qu'ils n'ont pas les documents afférents pour pouvoir faire cette opération. L'opération a eu lieu en application de l'arrêté interministériel numéro 010 du 16 mai 2022 fixant les conditions d'exportation des produits de grande consommation. Et quand nous avons fait la visite physique, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que les 2 camions transportaient des sacs de gari et de tapioca de 100 kg. Et comme je l'ai dit, sans aucune autorisation. Ça fait au total 251 sacs de gari et de tapioca combinés de 100 kg. Donc c'est l'occasion qui nous est donnée ici aujourd'hui d'attirer l'attention des opérateurs économiques, des transporteurs, que nous tous, nous devons appuyer le gouvernement dans la lutte contre la vie chère. Parce que lorsque ces produits sortent du territoire sans aucun contrôle, nous, en tant que population, si nous voulons l'acheter, ça devient cher. Et chaque jour, nous crions vie chère, vie chère. Donc nous devons appuyer le gouvernement dans cette initiative pour que nos produits, avant de sortir du territoire,
soit sous un contrôle. C'est une infraction commise selon la douane. La cargaison sera confiée au ministère en charge du commerce pour la suite de la procédure. La situation sécuritaire dans le golfe de Guinée inquiète plus d'un et nous interpelle tous. La stratégie définie par les plus hautes autorités du pays et celle des pays frontaliers est d'agir en parfaite synergie pour une lutte efficace contre la menace terroriste qui ne cesse de gagner du terrain. Et les acteurs concernés viennent justement de tenir leur toute première rencontre de l'année sur la coopération transfrontalière. Depuis Dapahan, la correspondance de Gérard Lagodou. Face aux défis sécuritaires dans les pays du Golfe de Guinée, il n'est plus question d'aller en rang dispersé. Faire front commun devient un impératif catégorique pour le Togo, le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin. Le terrorisme qui sévit dans le Sahel depuis quelques années, nous avons vu que les terroristes tentent de quitter le Sahel pour agir dans les pays de l'espace de Guinée. D'où cette première rencontre du cadre de coopération transfrontalière de l'année 2022 tenue ici à Dapahan, dans la région des Savanes au Togo. Un cadre de concertation des autorités administratives du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin et du Togo dédié au renforcement de la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale le long des frontières les plus sensibles pour le raffermissement de la confiance entre les autorités et les populations riveraines. We are very interested because basically nous nous sommes sentis concernés puisque fondamentalement ça se passe autour de nous. Nous devons être sur le qui-vive pour que ça ne nous arrive pas et aussi savoir que ces terroristes ne reviennent pas fréquemment aux localités déjà attaquées, mais plutôt ils définissent de nouvelles cibles. Il nous revient de nous inscrire dans le partage d'expériences pour qu'ensemble nous puissions faire échouer le plan de ces barbares qui tentent de prendre le contrôle des territoires de nos pays. C'est une importante réunion qui nous réjouit parce que ce qui se passe autour de nous, c'est très inquiétant. Ces djihadistes sont en permanent mouvement et nous au Ghana, nous partageons les frontières de quelques-unes de nos régions avec les pays concernés. Donc, toute forme d'intrusion nous interpelle tous. Aujourd'hui, collaborer et travailler ensemble, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Les différentes parties prenantes ont réaffirmé leur engagement à coopérer au profit de leurs populations respectives. Ceci à travers la signature et l'échange des grandes décisions ayant sanctionné les travaux. Il y aura un plan de communication et des actions qui seront identifiées. Il faut que les populations participent efficacement à la coproduction de la sécurité. Les présents travaux ont reçu l'accompagnement de l'Organisation internationale pour les migrations OIM dans sa stratégie de réponse aux défis émergents et le renforcement de la résilience des communautés frontalières. Hors du Togo, plus de 28 ans après l'extermination des Tutsis au Rwanda, l'ancien préfet Laurent Buchi Baruta a été condamné à 20 ans de prison. Il est reconnu coupable de complicité de génocide par la Cour d'assises de Paris. L'ancien préfet rwandais Laurent Bushi-Baruta a été condamné mardi soir par la Cour d'assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide, plus de 28 ans après l'extermination des Tutsis au Rwanda. L'ancien haut fonctionnaire, 78 ans, a été acquitté en tant qu'auteur de génocide, mais reconnu coupable en tant que complice de génocide et de crimes contre l'humanité pour 4 massacres, au terme de près de 11 heures de délibéré. Laurent Bushi-Baruta, qui comparaissait libre sous contrôle judiciaire depuis le 9 mai, passera la nuit en prison. L'accusation avait réclamé à son encontre la réclusion criminelle à perpétuité, le considérant complice d'un massacre de Tutsis et auteur de 4 autres dans sa préfecture de Gikonkoro. Il était le plus haut responsable rwandais jamais jugé en France pour des crimes liés au génocide des Tutsis. Laurent Bushi-Baruta a 10 jours pour faire appel de sa condamnation. Retour en page nationale avec cette triste nouvelle à présent. L'ancien ministre de la Santé, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur, homme de lettres et homme politique, professeur Charles Kondi Agba, est décédé ce mercredi. Il avait 74 ans. L'homme et son parcours avec Gerson Deveau. Nous sommes venus à une
Connu pour son franc-parler, toujours prêt à débattre de tout sujet, politique, littérature, société, professeur Charles Kondiagwa était un homme de grande culture. Ancien représentant permanent du Togo auprès de l'UNESCO, il fut aussi ambassadeur du Togo au Sénégal, Cap-Vert, en France et dans l'ordre de Malte. Lorsque la césarienne... Médecin vétérinaire de formation, professeur Charles Kondiagwa fut ministre de la Santé et connu par un jeu de chaises musicales, d'autres postes ministériels. Agriculture, où il était notamment premier ministre d'État, enseignement supérieur. Un parcours raconté dans son livre « Ministre avec Eyadema », un essai d'une plaisante lecture paru aux éditions La Rose Bleue. À son accession à la magistrature suprême, le président Faure Gnassingbé fait recours à l'expérience et à la compétence de l'homme nommé à nouveau et plusieurs fois encore ministre. Devenu l'un des sages du parti UNIR, la formation présidentielle, Charles Kondiagwa était un militant engagé et dévoué. Sa disparition en 1974 plonge sa famille politique dans le deuil, son Kabou natal dans la tristesse. Le Togo perd un homme de valeur. Il connaît le droit, il connaît la loi. La voix grave d'une grande rhétorique de cette silhouette imposante, débonnaire, affable, va manquer. Toutes nos condoléances donc à la famille éplorée. Les politiques, toujours, l'Union des forces de changement UFC renforce ses structures de base dans la région des Savanes. À Dapaon, le siège régional du parti vient d'être inauguré et les membres devant le conduire dans la localité ont été présentés donc à la base. Le compte rendu depuis Dapaon de Gérard Lagoudou. Le parti UFC, Union des forces de changement, se rapproche davantage de la population à la base. Ici à Dapaon, dans les Savanes, l'UFC dévoile son bureau régional. C'est tout un symbole, c'est une joie particulière parce que ce qui vient de se passer démontre à suffisance que l'UFC est bel et bien présent sur le terrain. Rebondir, développer nos structures, développer le pays. En effet, tout se fait à la base. L'ouverture de la présente structure ici à Dapaon, selon la délégation de l'UFC, s'inscrit dans le processus de décentralisation. Et sur place, un bureau régional de 13 membres a été installé. Il servira de pont entre les militants à la base et la coordination nationale de l'Union des forces de changement. Le pouvoir central ne peut pas tout faire. Avec la communalisation, déjà, nous n'en sommes qu'au début, certes, mais la population se voit être tenue par ses représentants. La régionalisation est cette structure qui va booster le développement, mettre les populations en confiance. Les populations sauront à qui s'adresser. Les militants ont été appelés à plus de vigilance face aux défis sécuritaires qui se posent dans la région des Savanes et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la paix et le développement du Togo. Ils sont également appelés à être mobilisés pour les prochaines élections régionales. Retour une fois encore sur l'actualité des rites Evala. Chaque année, dès le deuxième samedi du mois de juillet, donc, la préfecture de la COSA vibre au rythme des luttes Evala et c'est le cas depuis plusieurs jours déjà. Mais l'un des faits marquants est la danse des Evala. Elle a lieu dans chaque canton et donne officiellement le ton aux empoignades. Quel est alors le sens de cette danse? Éclairage dans ce dossier de Chazenam Baga. Cette sortie des Agolais, ou aînés, et des jeunes Evala aspirant à la classe des adultes, marque officiellement le début des luttes dans le canton de Pia. Des 8 villages que compte ce canton, ils convergent vers le marché de Pia-Hodo. Celui qui descend, on fait la lutte là, il est à Kejang, de Kemura. Il a passé jusqu'à Lao. C'est pourquoi on a donné le top le samedi. Le lundi, il est venu ici. Alors ce lundi maintenant, on commence à danser et on commence la lutte. Sans le top, aucun canton ne commence. Mais aujourd'hui, c'est officiel.
que dans notre canton, la lutte commence. Aujourd'hui, c'est l'initiation, l'ouverture de l'initiation des jeunes. Aujourd'hui, au-delà, tous les villages du canton de Kia se rencontrent ici. Et chaque groupe avec son chien, ils arrêtent le chien et ils commencent par danser. Et aussitôt après, c'est le lutte qui commence. Dans le marché de Piarodo, haut lieu cultuel sacré, chaque village dispose de sa pierre appelée pied, autour de laquelle se déroulent les danses. C'est le lieu sacré des autochtones de Pia. Toutes les cérémonies qu'on fait, c'est Hodo. C'est le premier marché, tous les marchés là, c'est le premier marché qui est ici. Et toutes les manifestations coutumières, c'est ici qu'on commence. L'ouverture de la chasse aussi, c'est ici. On appelle Defena Yakodela. C'est ici qu'on vient ouvrir les chasses et les chasses commencent. Aujourd'hui, c'est le tour des jeunes initiés qui doivent répondre ici pour, n'est-ce pas, ouvrir les luttes. Après les apartés, tous les danseurs se regroupent en symbiose, en signe d'unité et d'appartenance commune aux mêmes ancêtres. Les chants reprennent les faits de société ou exaltent les valeurs de courage, d'endurance et de solidarité si chères au peuple kabye. Quand la femme sait que tu ne parles pas tous les jours, elle va t'honorer. Elle va te respecter dans la maison. Parce que toi, tu ne parles pas. Et elle sait que toi, tu es un père de famille. Quand on veut chanter, on va commencer par les chefs traditionnels. Après, on va continuer à chanter jusqu'au président de la République. Et tout ce qu'il a fait dans cette nature, c'est ça qu'on les chante pour le féliciter de continuer jusqu'à la fin. Après cette communion avec les ancêtres, les luttes peuvent désormais se dérouler dans la quiétude dans le canton. Vous en savez donc un peu plus sur les chants et les danses en période d'Evala en pays kabye. Le concours Aounion Awards pour promouvoir, encourager et récompenser les acteurs de la mode togolaise est officiellement lancé. Sont attendus les jeunes créateurs et stylistes pour mieux se faire connaître et se faire découvrir et se tailler ainsi une place dans l'univers select de la mode togolaise. Et c'est donc parti pour l'édition 4 du concours Aounion Awards à Lomé. Le compte rendu du lancement officiel avec Sandra Aziagbe. Qui remportera le trophée de la 4e édition Aounion Award. La compétition est ouverte. Un rendez-vous des acteurs et créateurs de la mode togolaise. Une plateforme de visibilité et d'expression des stylistes togolais. En tant que styliste, mon regard est positif tout de suite parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on organise un événement jusqu'à la 3e édition, ça veut dire qu'on tient. Donc à la 4e, je crois que beaucoup de bonnes choses vont se passer. Je vais dire à mes jeunes créateurs, mes collègues, que vous ne perdrez rien à postuler sur cet événement parce que c'est un événement qui va booster votre carrière. Les ambitions visées, c'est de voir les jeunes créateurs, de les encourager à faire mieux que nos frères et sœurs ont déjà en train de faire. Donc nous faisons ce concours pour les encourager, pour que demain, ils prennent les relèves. Au menu, des expositions ventes, des conférences et une soirée défilé à Oignon le 24 septembre. Cette année, nous allons aider les orphelinats qui ont pris en charge les enfants de rue. Nous allons prendre une partie de ce que nous allons trouver dans cet événement pour les aider aussi. En plus, on va choisir au moins 3 de nos aînés. On va leur donner des trophées. La finition, la création et le texture du tissu sont entre autres critères auxquels vont être soumis les concurrents.
Avis donc aux amateurs de mode. Et je vous donne à présent la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du mercredi 13 juillet 2022. Le nombre de cas confirmés est de 37 718. 47 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 164. 27 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 279 et le nombre de décès est de 275. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. Et voilà, c'est sur cette situation de la pandémie liée au coronavirus que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.